Bonjour à toutes et à tous. On est ici dans les locaux de Freidig à Zumiswald, dans le magnifique showroom où on est accueillis super bien. Je suis en compagnie de Philippe Coulon. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Mais vraiment magnifique. On est heureux d'être ici, avec toutes ces histoires de compétition. C'est vraiment très très bien. Ouais, super. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Robin Mühlhauser, pilote de moto et puis employé de Yamaha Suisse. Du coup, on est là pour vous parler un petit peu de la course, de l'équipement et on va un petit peu partager avec vous l'évolution de nos carrières de pilotes, ouais, exactement. Ouais. Et puis entre toi et moi, il y a presque un fossé. Une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. On le voit sur la photo du fond, là, j'ai changé de coiffeur. Ouais. Changé de coiffeur. Mais c'est vrai que j'ai commencé, moi, en 1971, en débutant en Suisse. Mais il faut dire qu'on en parlait avant. Disons qu'à l'époque, il fallait une année de permis de conduire pour demander la licence. Ce qui fait qu'avant 19 ans, on ne pouvait pas faire de la compétition. Moi, je n'ai pas pu avant 20 ans parce que je n'avais pas d'argent. Ouais. J'ai gagné à 19 ans, j'ai gagné 90 francs par mois. Donc, après, j'ai commencé en débutant 1971. Puis après, l'évolution, 1972, champion suisse avec ce casque-là. C'est qu'à l'époque, on l'envoyait le casque à la Fédération suisse de moto qui nous peignait gentiment notre casque et qui mettait la croix suisse. C'était magnifique. Ça, c'est l'anecdote. J'ai pris le diplôme, champion suisse en 1972. C'était un beau cadeau de la Fédération. Et après, l'évolution, c'est en 1973, tout ça, des courses internationales. 74, je vais à Daytona avec la maison Hochstetler. J'étais invité par... je roule en... Vraiment, c'est l'évolution, on verra après les produits, mais l'évolution avec une... Je suis sur une 700 Yamaha, qui est un moteur 700 cm3 qui devait faire 150 chevaux à l'époque. Il n'y a pas de silencieux, rien, tout. Et on roule déjà à 300 km/h à Daytona en 1974. Et après, 75, tout ça, je commence les Grands Prix en 500 jusqu'en 1983. Je fais des courses en 500 et en 750. Et là, il y a eu une évolution dans le matériel moto. Les motos évoluent énormément. Mais moi, j'arrête en 83 parce qu'il y a trop de... Côté financier, il y a trop de pilotes d'usine et nous, les privés, on est vraiment à la ramasse, on est derrière. Et je savais début 83 que je ne pouvais pas aller plus loin financièrement. Donc j'ai arrêté ma carrière. J'en suis content parce qu'après, j'ai travaillé dans le casque. Je suis resté dans la moto, et je suis très, très content de ma carrière. Je fais 12 ans de compétition de moto et vraiment très, très content, Ouais, c'est magnifique. Et puis... l'anecdote par rapport à... Tu avais une petite histoire par rapport aux échappements en 74, non? Tu disais que... Disons que moi, j'ai eu 71 ans il n'y a pas longtemps, le 27 février. Donc je suis sourd depuis plusieurs années. J'ai des appareils dans les oreilles parce que à l'époque, on était des... Je suis toujours un peu fou, un peu déréglé, mais on ne faisait pas attention au bruit. Et les motos sont silencieux. À l'époque, ça faisait 120 décibels réguliers. Et nous, on était tout le temps en train de chauffer les motos, machin, d'écoute. Et là, je suis devenu sourd des deux oreilles. Donc, j'ai des appareils maintenant. L'avantage, c'est que je peux les débrancher quand je rentre tard. Donc, j'entends plus rien, Ouais. Mais la protection des pilotes, elle commence déjà maintenant. Elle a évolué par ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des boules caisses. Typiquement, c'est une protection des oreilles, tout simplement. Et ça, vous n'aviez pas à l'époque, non? Tu m'as dit. C'est pas qu'on n'avait pas, on n'y pensait pas. C'est comme la protection dorsale, c'est comme on faisait avec ce qu'il y avait, disons. Puis c'est vrai qu'on n'y pensait pas, on était un peu stupides, on était des gens du cirque un petit peu, parce qu'on n'avait pas de rond, on vivait au jour le jour. Moi, je suis parti en Angleterre avec une tente de camping, avec mon mécano. C'était une tente à 4 places. Il y avait place pour la moto, puis 2 sacs de couchage pendant à côté. Ça, on ne pensait pas à boucher les oreilles, à machin. La combinaison, on le voit là, la combinaison, c'était un produit qui nous protégeait. C'était un pyjama solide, si on veut bien. C'était du cuir, mais quand on voit les coutures, quand on voit tout, il y a eu une évolution énorme, ce qui est bénéfique maintenant pour
tout motard, tout scooteriste, tout utilisateur de deux roues, maintenant cette évolution, elle est bénéfique vraiment pour tout le monde. C'est clair. Et là, on a pas mal d'objets qui retracent nos carrières respectives. On a ce casque utilisé en 71. C'est mais en incroyable. 71, il n'existait que ça, Ouais. le jet. En jet, il y avait ça, je l'ai reçu d'un ami de mon papa, de mon père. Donc, il avait déjà peut-être 20 ans d'expérience, ce casque. Mais on mettait ça sur la tête, il n'y avait rien d'autre. Ouais, c'est fou, ouais. Quand on voit l'évolution, et ça c'est en 1973 ou 74. Je roule à Daytona avec ça. Et quand les gens se plaignent maintenant de l'évolution des casques, il y a vraiment une évolution super. Ouais. Au niveau des matériaux, au niveau de vraiment beaucoup de choses, ça a évolué dans le bon sens. Mais il faut de la compétition, il faut des utilisateurs, il faut des accidents pour que les matériaux évoluent. Si on veut bien, je sais que Shark travaille énormément avec les hôpitaux à Marseille pour réduire l'impact du choc. Quand on a un choc avec un casque, c'est notre seule protection, un casque, c'est pas une carrosserie. Il y a beaucoup de fabricants qui travaillent dans le but d'améliorer les produits. Ouais, c'est clair. Et on se rend pas trop compte, nous, les pilotes d'aujourd'hui, que mine de rien, vous avez commencé avec des choses pareilles. Un casque jet avec des lunettes sans protection. Et tu disais, un casque comme ça, tu le gardais combien de saisons, par exemple? Mais tant qu'il n'y avait rien d'autre. C'était... moi, je me rappelle que ce casque intégral que j'ai montré avant, c'était fin 1973. Et j'ai trouvé ça dans un magasin d'accessoires voitures ça coûtait très cher à l'époque. Mais pour moi, c'était une évolution, c'était une protection supplémentaire. Le bas du visage, parce que les dents, c'est pratique pour manger. Avec ça, c'est clair. On mange avec une paille après un accident, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Quand on voit les casques maintenant, les matériaux qui sont employés au niveau de la visière, au niveau de tout, on n'y pense pas, mais il y a vraiment un travail énorme qui est fait dans la recherche, dans les matériaux, dans l'aérodynamique, dans vraiment beaucoup de choses. Il y a une recherche énorme qui est faite, quoi. C'est clair, et puis l'évolution aussi des règlements. Parce que là, tu avais une griffe, tu le gardais ton casque. 1, 2, 3 saisons, tant que ça fonctionnait, tu le gardais. Aujourd'hui, on a un impact, on le change. Il faut le changer. C'est ça. Il faut le changer. Un casque qui a pris un impact, c'est comme une carrosserie de voiture. Quand on tape avec une tape, que ce soit une Ferrari ou une Volkswagen, quand on tape dans un mur, la voiture, elle a absorbé l'énergie. Donc le casque, il a absorbé l'énergie, il ne reprend pas sa place. Donc il faut le changer. La tête, c'est important. Moi, je fais en 1977, je fais 4 jours de coma, une chute peut-être à 80 km/h sur un circuit en Suède. Et je fais 4 jours de coma, j'ai 4 fractures du crâne, la cause, c'est que j'avais du mauvais matériel pour me protéger. J'étais en procès avec cette maison, mais bon, il n'y avait rien à faire à l'époque. Et je pouvais prouver que ce casque était mal fait. Parce qu'à l'époque, c'était fait à la main, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de contrôle de résine, il n'y avait rien comme contrôle. Un casque, on pouvait l'homologuer. Encore maintenant, disons, il y a des casques qui viennent d'Asie qui sont homologués. C'est pour ça que je dis aux utilisateurs de deux roues, prenez des trucs de marque, demandez conseil aux professionnels. La tête, on n'en a qu'une. Moi, j'ai 4 jours de coma, je mets très très longtemps à reprendre mes esprits. Je ne sais toujours pas ce que j'ai fait, même la veille de mon accident. C'est pour ça qu'il faut bien se protéger, quoi. Et maintenant, il y a les matériaux qui existent vraiment, qui sont des bonnes protections, et ça va encore évoluer. Ça va encore évoluer, quoi. Et ce qui est fou, comme je le disais, c'est que nous, on ne se rend pas compte, les pilotes d'aujourd'hui, c'est que vous, pour nous, vous nous avez été incroyablement utiles, parce que vous avez servi de pilote crash test, en quelque sorte. Moi, j'ai une anecdote là derrière, c'est que un crash test, parce que tu dis, tu as besoin de crash pour que ça évolue, que les chutes évoluent. S'il n'y a pas ça, ça évoluerait jamais. Je me rappelle en 2016, où quand j'étais en Grand Prix, Louis Salom, il chute à Catalunya, sa moto lui tape dedans. Et à partir de là, la FIM sont venus avec les protections pectorales obligatoires. Mais ça, toi, en 70, tu n'avais même pas de protection dorsale. On ne savait pas, ça n'existait pas. C'est on n'y pensait pas, si tu veux. Moi, j'avais
ces combinaisons, c'est tout ce qui existait. Protection. On a eu après des protections de mousse pour les coudes parce qu'on était souvent à se poser par terre. On faisait nous-mêmes les protège-genoux avec des protections, des protections de bottes de crosse. En parlant de combinaison, voilà ta combinaison du mannequin qu'on voit ici. Je vais prendre la mienne aussi, ma combinaison actuelle. En comparaison. Je dis c'était un pyjama solide. Ouais. Mais parce que le cuir, ils employaient de la vachette, mais il n'y avait pas de recherche. Maintenant, les différentes parties de l'animal sont plus ou moins résistantes. Maintenant, il y a du kangourou qui est employé pour vos combinaisons. Ouais. À notre époque, le kangourou, il existait, mais pas pour les combinaisons, quoi. Et c'est vraiment des coutures apparentes. Donc, quand il y a un frottement, ben, le fil, il brûle et la combinaison, elle s'ouvre. C'est toujours des expériences de la combinaison. Nous, on mettait des frotte-frotte. Enfin, ça, quand on touchait dans les virages, moi, je collais des protections de bottes de crosse aux genoux pour nous protéger les genoux, quoi. C'est qu'à l'époque, c'était pas courant de toucher le genou encore. Hein. Ça a évolué quand toi, tu roulais encore petit à petit, non? Je touchais le genou, les épaules, le coude, mais quand je gamellais, quoi. C'est pareil. Et maintenant, si on regarde, nous, sur les combis actuels, bon, l'évolution des pneus, des machines fait qu'on met plus d'angles, mais le style des pilotes a changé et on a des protections au coude. On voit des fois même Marc Marquez avoir des traces à l'épaule. Donc, oui, mais il y a une évolution constante de protection. Comme tu l'as dit, des motos, des pneumatiques, il y a une évolution qui est formidable. On regardait des photos avant, nous, les pneus qu'on avait à l'époque, on avait tous les mêmes. C'était du Michelin qui était un petit peu carré, puis on roulait avec ça. Donc celui qui touchait le genou, c'est vraiment quand il tombait, quoi. C'est fou. Mais nous, on n'avait que ça. On voit le cuir, c'est vraiment... Il n'y avait pas de recherche. Le fabricant de cuir qui faisait peut-être des vestes, il dit tiens, il y a des pilotes qui me demandent des combinaisons. On fait une pièce, on fait du cuir, et puis on prend ce qu'il y a de pas cher. Parce que les pilotes, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas payer, donc ils n'allaient pas faire de la recherche là-dessus. Ça valait combien une combinaison comme ça à l'époque? Ça valait 800 francs. Entre 6 et 800 francs, quoi. C'est suivant l'arrangement qu'on avait, parce qu'on faisait de la pub pour le fabricant. Mais quand même, le frottement, on a vite... mais c'est un petit frottement, c'est pas des... Mais on a vite l'eczéma du goudron, on appelle ça. L'eczéma du goudron. Du motard, et pour la petite anecdote, t'as un trou sur l'épaule, là. C'est quand même du bon cuir, parce que les souris l'ont mangé dans ma cave. C'est qu'il a bon goût. mais ça, c'est assez impressionnant de voir la différence. Vous n'aviez aucun stretch. On l'a dit, aucune protection à l'intérieur. Hein. Ici, on a une dorsale intégrée. On ne se rend pas bien compte, mais tout ça, Philippe, il ne l'avait pas, en fait. Et ça a permis aujourd'hui d'être bien plus protégé que vous l'étiez. Et puis, tu me disais, non, le taux de mortalité à l'époque, c'était hors norme. Aussi des circuits. Il y a eu vraiment beaucoup d'accidents très, très graves. Mais les circuits n'étaient pas faits... C'était un renouveau du championnat du monde avec des motos très très anciennes. Mais les circuits, moi j'ai roulé à Brno, on traversait 2 villages. Avec les 500, on était quand même à 200, 220 entre deux rangées de maisons. Mais c'était les Grands Prix à l'époque. En Yougoslavie, c'était le Monte Carlo pour les motos. C'était ou la paroi rocheuse, ou on tombait dans la mer, quoi. C'était fallait presque le parachute, du coup. À chaque fois, il y avait des accidents très graves. Là, j'ai amené une photo. Là, on voit, c'est au Grand Prix de Finlande en 1978. Voilà, la combinaison, il n'y a pas trop d'évolution. Les bottes, c'est vraiment, je dis, c'était des pyjamas solides. Mais on voit là, il y a des rails. C'est un Grand Prix. C'est un Grand Prix. Il y a des sapins tout autour du circuit. Il y a des trottoirs parce qu'on traverse des ronds-points, tout. Et c'était des Grands Prix. C'était très beau à rouler, hein, parce qu'on était fous. Je le suis encore un petit peu, mais ces circuits, ça sentait un petit peu. Il y avait de l'adrénaline, quoi, parce que de rouler sur ces routes pas trop larges entre les sapins, tout ça, on était. Et là, il fallait traverser des rails, il y avait un tas de trucs qui maintenant, c'est devenu
quand même, il y a beaucoup de sécurité. Heureusement, sur les circuits, il y a des dégagements. Ce qu'il faut en moto, c'est que quand on chute, c'est pas rencontrer d'obstacles. Faut glisser maintenant avec les cuirs qui existent, où on peut se permettre des glissades sans avoir l'eczéma du goudron. Ouais. Et on est très très bien protégé. Toutes ces protections dorsales, les protections ventrales, toute cette évolution, c'est vraiment bénéfique pour les pilotes. C'est clair, et merci. C'est clair aux équipementiers, à ceux qui investissent dans les circuits. La petite histoire, là, on parle d'aller faire le championnat du monde d'endurance à Spa en 2022. Ils investissent je ne sais plus combien de millions pour refaire des dégagements pour la moto. Et ça, à ton époque, on n'en parlait même pas. Ce qu'il y a aussi, c'est que la Formule 1 a fait modifier les circuits, ce qui n'est pas toujours bénéfique pour la moto. Ce qui n'est pas toujours bénéfique pour la moto, parce que ce sont deux sports très différents et des voies de dégagement différentes pour la Formule 1 que la moto, quoi. Mais il y a beaucoup de circuits qui travaillent. Je sais que la Belgique, comme tu le dis, fait beaucoup. Le gouvernement belge fait beaucoup pour le circuit de Spa. Disons, ont mis des moyens financiers pour la sécurité, parce que la sécurité, il nous la faut sur la route, il faut sur les circuits, il faut un petit peu partout, quoi. Faut que ça soit bénéfique pour tout le monde. Et Spa, déjà, moi, j'ai roulé sur l'ancien circuit à Spa. J'avais le record du circuit. Spa, c'était 7 km et quelques entre les glissières. C'était bord des glissières. Et je fais la pole position en 1977 à 221 de moyenne. En 1977, avec les pneus carrés que tu as vu avant, quoi. Ouais. Avec le casque qu'on a vu, les combis, Mais c'est vrai qu'on a fait des circuits dangereux. Merci, je suis toujours là. Quand même, quand on roule en moto, attention, faut être bien dans la tête. Faut pas aller outre, faut pas dépasser les limites. Tout doit être calculé, réfléchi. J'ai eu très peu d'accidents, par mon accident grave de 4 jours de coma à cause d'un produit qui n'était pas bon. Mais sans ça, la maladie des motards, c'est les clavicules. J'ai 3-4 fois les clavicules, j'ai encore la plaque là à gauche qui est restée avec les vis, tout. Mais sans ça, rien de... Je ne vais pas dire les détails, mais rien de détail, rien d'important de cassé. Ouais. Mais tu vois, moi, je peux te remercier parce que d'où ton expérience et puis de ce que tu as amené au sport, aussi les autres pilotes comme toi, et l'évolution des équipements, les équipementiers qui nous ont fait évoluer ces choses. Moi, par exemple, jamais cassé ma clavicule malgré toutes les chutes que j'ai eues. Et notamment... Grâce à des protections. On peut le voir, les protections qui ont évolué, la combinaison que je vous ai montrée avant, que je roule aujourd'hui, elle est équipée d'un airbag comme celui-ci. Donc merci XS pour cet airbag-là en collaboration avec Dainese. Et comme je le disais, ça c'est un petit peu la protection aujourd'hui, le nec plus ultra qu'on peut avoir, et aussi la boîte noire qu'ont les pilotes ici avec cette puce GPS qu'on peut voir, qui permet de transmettre en fait au déclencheur de l'airbag l'alerte qui va faire déclencher l'airbag. Donc il y a tout un système qui a été développé pendant je ne sais pas combien d'années. On avait vu au début, ils avaient testé des airbags qui allaient autour de la tête. Et puis maintenant, c'est un si petit système qui pèse à peine 1-2 kilos. Et on peut aussi voir les skieurs qui sont équipés de ça aujourd'hui. Oui, non, mais c'est bénéfique pour beaucoup de sports, c'est magnifique. Et protection de la colonne vertébrale, des protections vraiment importantes. Ouais. D'ailleurs, en France, l'utilisateur de 2 roues qui utilise ça, disons, dans la circulation, un airbag, enfin un gilet airbag, comme on le voit à côté. On l'a ici, gilet airbag. Les assurances, disons, font de meilleures primes pour ceux qui utilisent. En cas d'accident, ils doivent l'avoir, mais des meilleures primes parce que c'est un moyen de protection qui est très, très important. Et ouais, nous, en compétition, on est un petit peu avant-gardiste en termes de protection. C'est nous qui avons le top du matériel. Et en fait, ça se décline au fur et à mesure sur la route après. Et puis, c'est utile au final à tout le monde. Donc, comme tu le dis, en France, là, les assurances tu payes moins d'assurance parce que tu as un airbag, etc. C'est qu'au final, c'est reconnu et c'est une sacrée protection en plus. Disons aussi qu'il y a trop, on en parlait avant, trop d'utilisateurs de 2 roues dans certains pays. Tu vois, dans le sud de la France, qu'ils ont des t-shirts en short, tout sur 1 mille, avec le casque jet. Enfin, maintenant, les gants sont obligatoires, mais ils devraient beaucoup plus... Quand on utilise un 2 roues, être beaucoup plus
conscient de sa protection. On n'a pas de carrosserie. Donc c'est clair que si on va à la plage, qu'on fait 200 mètres en short, ça peut être compréhensible, mais il ne va pas mettre une combinaison pour faire 200 mètres. Mais quand même un minimum de protection, des bons produits déjà sur la tête. Et déjà, c'est quelque chose de très, très important. Ouais, puis on parlait, toi et moi, il y a 50 ans de différence, enfin, de quand tu roulais à quand j'ai commencé, et puis au jour d'aujourd'hui, en fait, simplement, il y a 50 ans, quand je roule encore. Et si on regarde sur un plus court terme, donc on a vu ton casque, à mon casque que je roulais en 2019, l'évolution qu'il y a eu. Et maintenant, si on regarde celui-ci en 1-2 ans, déjà rien que cette évolution, il y a tout ce qui est à l'intérieur, joue amovible, etc. Comme tu le dis, cette marque Shark travaille avec les hôpitaux de Marseille. Enfin, sur un court terme, ça évolue énormément aussi. Et on va de plus en plus sur des produits vraiment très pointus. Très, très pointu, mais malheureusement, il y a toujours l'argent. L'argent, on le voit en Grand Prix, c'est un casque qui est homologué par la Fédération internationale motocycliste, par la FIM, parce que beaucoup de pilotes, malgré les grosses sommes d'argent que touchent les pilotes, il y en a encore pas mal qui roulaient avec des mauvais produits. Quand il y a eu cette norme FIM, il y a beaucoup de casques qui n'ont pas passé l'homologation. Ouais. Qui n'ont pas passé l'homologation. Ouais. Je sais parce que Shark a dû vendre des coques à d'autres marques, des marques qui venaient d'Asie, qui ne passaient pas l'homologation. Mm-hmm. Et ça, c'est dommage, disons, parce qu'on ne doit pas regarder au coût d'un produit, on doit regarder à la protection. C'est clair. C'est un moyen de protection. C'est clair. Et ça, malheureusement, encore, l'argent fait que certains pilotes vont prendre une certaine somme pour porter un produit, une marque qui est inconnue, mais qui n'est pas très sûre, quoi. Mm. C'est pour ça que je dis, faites confiance aux produits connus et aux conseils qu'on va vous donner dans les magasins par des professionnels, quoi. Et une tête, on n'en a qu'une. Une tête, on n'en a qu'une. Et juste, on parlait avant de ton casque là, que tu roulais dans les années 70, les entrées d'air que tu avais. On parle aujourd'hui de certains pilotes qui se plaignent qu'il y a du bruit parce qu'il y a de l'air qui rentre entre la visière et le casque. Montre-nous voir juste tes aérations. Même quand la visière est fermée, il reste 5 mm tout le tour, quoi. Donc ça devait souffler. Ouais, c'est l'air conditionné tout le temps, là. Non, mais c'est les premiers casques intégraux, disons, avec une visière qui est un bout de plastique. Après, ça évolue maintenant sur ton casque, une visière de 3 mm 8, disons, parce qu'on n'y pense pas, mais en cas d'accident, un repose-pied peut venir taper ici et blesser. Donc, il y a constamment cette évolution, cette protection qui est meilleure, quoi. Mais nous, on était un petit peu des cobayes à l'époque, quoi. On n'y pensait pas. C'est clair. Mieux vaut pas trop réfléchir. Et après, si on compare dans un futur proche, on parlait aussi des évolutions qui pouvaient un petit peu gentiment venir. Très proche, on sait que les airbags, là, pour le moment, ils protègent surtout le haut du corps, la nuque, les épaules, les clavicules, les bras. Mais on sait que ça se développe gentiment en protection des hanches aussi. Et au fur et à mesure, un pilote, à force de chuter, on le verra tout gonflé. En cosmonaute, ça sera un cosmonaute. Il sera prêt, comme ils ont posé une fusée sur Mars, là, il pourrait y aller. Donc c'est en constante évolution, et ça, c'est un bon signe pour nous, et puis aussi pour les motards qui roulent sur la route, en fait. Oui, c'est pour tout utilisateur de deux roues, je dis, ce gilet airbag, c'est quelque chose de pratique à mettre. C'est vraiment, on le met par-dessus notre veste, fermeture éclair, c'est branché, disons, puis c'est bon, on a cette protection. Dans les voitures, il y a une progression énorme avec les airbags, avec les absorptions des chocs, tout ça. Et dans la moto, on y arrive par des moyens différents. Disons, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué d'équiper une personne sans que ça soit un bibendum, disons, en cas d'accident. Mais ça évolue complètement. Ouais, puis comme tu le disais, en comparaison à la voiture, la carrosserie du pilote, c'est ses équipements. C'est sa protection. C'est aussi ça qu'on doit se rendre compte, en fait. Et là, aujourd'hui, on avait des casques, des protections, des combinaisons, mais on n'a pas les gants, on n'a pas montré nos gants, qui ont aussi énormément évolué comparé à ce que tu avais, ou les bottes, qui ont maintenant des systèmes de protection de la malléole. Toi, c'était une chaussure. C'était une botte. C'était pas une botte de pêche, mais elle était en cuir. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune protection de malléole. Il y avait rien.
c'était comme les gants. Les gants, c'était un cuir très très fin parce qu'on voulait que ça soit souple. Mais la moindre des gamelles, c'était un gant de vaisselle solide. Ouais. C'était... Ouais, c'est clair. Et pour conclure, est-ce que tu as une petite anecdote avec tes protections de viking que tu avais à l'époque? J'ai entendu une histoire à Silverstone qui t'était arrivée, non? Si on essaie de censurer quelques mots. C'est dur, enfin c'est spécial à expliquer pour le peuple. Je suis tombé très très vite une collision avec un autre pilote. J'ai traversé 4 rangées de grillage et j'avais très mal à une partie où l'homme est différent de la femme. Je ne sais pas si vous me suivez. Et là, j'avais traversé 4 rangées de grillage et j'avais vraiment le morceau de grillage qui m'avait traversé complètement cette partie intime au travers du cuir. Et là, je dis toujours que c'était le docteur Costa, à l'époque, enfin qui pratique plus maintenant, mais sa clinique existe toujours. C'était les débuts de Costa, qui m'a soigné pour ma fracture du crâne, pour l'autre accident aussi. Et je dis toujours au docteur, merci, il m'a soigné les 2 têtes, quoi. Ce qui serait sûrement peut-être pas arrivé aujourd'hui. Comme tu disais, sur nos combinaisons, on a des coutures cachées, on a des coutures en Kevlar, enfin, etc., etc. Une évolution, on s'en rend même pas compte à l'œil. Et puis de toute façon, il n'y a plus de grillage maintenant sur les circuits. C'est clair. Il y a des grillages pour les spectateurs, mais pas pour la zone de chute. Maintenant, il y a des bottes de paille de temps en temps, mais ils vont plus mettre de choses solides pour arrêter. Nous, il y avait des poteaux en bois avec du grillage et qui étaient cachés par des bottes de paille. C'était ça n'existe plus. La mauvaise sécurité, mais l'évolution, elle est là maintenant. Tant mieux parce que les circuits sont beaucoup plus sûrs et tout. Puis quand vous chutez, que vous pouvez repartir, vous remettre sur les jambes, c'est vraiment magnifique. On voit les gamelles qui se prennent en Grand Prix, on n'en revient pas, quoi. Que les pilotes, tac, tac, ça saute et ça repart tout de suite, quoi. Et tant mieux grâce à ces protections. Merci Philippe pour ce petit entretien, puis nous avoir partagé toute cette expérience et puis tes incroyables accessoires, équipements que tu roulais à l'époque. Et on vous dit à tous au revoir. Et au revoir tout le monde et merci. Protégez-vous. Protégez-vous et faites confiance aux spécialistes. Puis merci à la Maison Stettler qui a gentiment organisé cette réunion sur les produits, sur l'évolution des matériaux et tout. C'est vraiment professionnel, bravo. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye. Merci.